Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je m'appelle Céline Caille et je serai l'animatrice de ce webinaire de l'ABI. Afin de rendre ce moment interactif, nous avons mis en place, à droite de votre écran, deux modules, chat et questions. Sur le chat, vous pouvez échanger librement pendant toute la durée de la présentation. Nos équipes de l'ABI sont en coulisses et seront ravies de vous accompagner sur ce support. Dans le module questions, vous pouvez interroger nos spécialistes qui vous répondront individuellement. À la fin de ce webinaire, nous reprendrons et traiterons en live les questions les plus fréquemment posées. Nous allons évoquer ensemble aujourd'hui un sujet bien spécifique, accessibilité dans les sanitaires des lieux publics, cadre réglementaire et nouvelles attentes. Nous sommes aujourd'hui avec Élodie Picourt, consultante de l'ABI et experte en accessibilité. Bonjour Élodie. Bonjour Céline et bonjour à toutes et tous. Nous accueillerons également trois intervenants, experts du sujet de l'accessibilité durant ce webinaire, Pedro Mariano et Kevin Marivin de HB Développement et Romain Viau du cabinet Architecte. Élodie, tout d'abord, pour comprendre le contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par accessibilité ? Oui, donc on parle d'accessibilité pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire toutes les personnes qui éprouvent une gêne pour se déplacer du fait de leur état, de leur âge ou de leur handicap, et ceci que ce soit permanent ou temporaire. Donc il ne s'agit pas que des personnes en fauteuil roulant, mais aussi des personnes âgées, fragilisées, ou encore une personne qui se serait cassé la jambe, par exemple. Oh, finalement, cela concerne pas mal de monde. Oh bah oui, en effet. Merci pour cette clarification. Si nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, le thème de ce webinaire porte notamment sur le cadre réglementaire. Existe-t-il une loi qui nous explique ce qu'il faut ou ne faut pas faire en matière d'accessibilité ? Alors oui, il y a la loi handicap de 2005, dont l'objectif est de permettre à tous d'avoir accès à l'ensemble des lieux publics, que ce soit les administrations, les centres culturels, stades, hôpitaux, restaurants ou encore commerces. Oui, je tiens à préciser que nous parlons ici des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Nous ne parlons pas des installations chez le particulier, dans le logement du particulier. Oui, vous le faites bien de le préciser. Pour revenir à cette loi, vous dites qu'elle date de 2005. Il n'y a pas eu d'évolution depuis ? Si, bien sûr, il y a eu plusieurs arrêtés gouvernementaux qui ont suivi au fil des ans. Et notre premier objectif aujourd'hui va être de décrypter rapidement cette réglementation qui n'est pas toujours facile à appréhender. Déjà, selon s'il s'agit d'un ERP existant ou neuf, et selon la date du permis de construire, l'arrêté de référence n'est pas le même. Le dernier arrêté en date est celui du 20 avril 2017 et ne va concerner que les permis de construire déposés après le 1er juillet 2017. Donc je vais plutôt détailler cet arrêté aujourd'hui et vous retrouverez les petites différences avec les précédents arrêtés dans un document de synthèse que j'ai préparé et que je pourrai vous mettre dans le chat à la fin de ce webinaire si nécessaire. De fait, le plus simple, c'est peut-être de prendre l'exemple qu'on retrouve le plus souvent dans les lieux publics. Partons, si vous le voulez bien, sur les toilettes. Pourquoi pas, allons-y. Donc tout d'abord, il faut prévoir un espace libre de manœuvre de 1,50 m de diamètre à l'intérieur du cabinet d'aisance ou, en cas d'impossibilité, devant la porte des toilettes. Ce cercle va permettre à une personne en fauteuil d'effectuer son demi-tour. Et en plus de ce cercle, il faut prévoir un espace libre, dit espace d'usage, à l'aplomb de la cuvette. Et celui-ci représente un rectangle de minimum 80 cm par 1,30 m. Le rectangle que vous mentionnez, à quoi sert-il ? Donc ce rectangle, qui est l'espace d'usage, doit être situé à côté de la cuvette et il va permettre à une personne en fauteuil d'avoir assez d'espace, un espace suffisant pour se placer à côté et effectuer son transfert de la cuvette, du fauteuil vers la cuvette et inversement évidemment. C'est particulièrement utile lors de transferts latéraux, même si on sait que le transfert le plus commun, c'est plutôt celui en biais. Cette configuration avec le rectangle sur le côté ne permet donc le transfert que d'un côté. Oui, là je vous présente la solution la plus courante et la plus ergonomique selon moi, mais l'arrêté prévoit d'autres types de configurations qui permettent les transferts vers la gauche et vers la droite, même si, quoi qu'il arrive, il faudra faire le transfert en sens inverse pour retourner sur son fauteuil. Et je détaille ces autres solutions de l'arrêté dans le document de synthèse dont je vous ai parlé. Merci pour cette précision.
Je suppose qu'il y a d'autres obligations en ce qui concerne les WC. Alors, la réglementation française est assez simple en définitive et plutôt bien pensée. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a d'autres obligations. Donc la première, ça va être d'installer un dispositif qui permet de refermer la porte derrière soi. Donc nous, ce que nous conseillons, c'est une barre de rappel sur la porte. Cette barre, elle va être très utile lorsque vous êtes en fauteuil, car vous voulez refermer la porte et vos pieds vont buter dans la porte. Et selon votre handicap, vous ne pouvez pas forcément vous pencher pour attraper la poignée. Donc la barre de rappel va être d'une grande aide et éviter pas mal de manœuvres qui sont toujours plus fatigantes. Ensuite, la deuxième obligation, ça va être que le haut de l'assise de la cuvette doit être situé entre 45 et 50 cm du sol, ce qui correspond à la hauteur d'assise d'un fauteuil roulant et va donc faciliter le transfert de la personne. Et c'est d'ailleurs aussi une aide pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil, car ça rehausse un peu la cuvette. Et avec la cuvette, ce que je recommande, c'est d'installer une chasse automatique qui va éviter de toucher le bouton et qui n'est pas forcément facile à atteindre. Ensuite, vous avez aussi l'obligation d'installer une barre de maintien qui doit être, elle, située à une hauteur entre 70 et 80 cm du sol. Et aussi, la distance entre la barre et l'axe, le centre de la cuvette, doit être de 40 à 45 cm. Toutes ces mesures, en fait, sont des questions d'ergonomie. Vous pensez bien qu'une barre qui va être posée trop haute ou trop basse ou trop loin ou trop proche de vous ne va pas être facilement utilisable. Vous dites qu'il y a une obligation d'installer une barre, mais quel type de barre? Quelle forme? Chacun fait comme il le souhaite? En fait, dans l'arrêté, il est seulement imposé que son support et ses fixations doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. Après, elle doit évidemment être une aide au transfert et au relèvement. Mais non, il n'y a pas de forme imposée dans l'arrêté. C'est clair pour moi. Maintenant, vous, en tant qu'expert et industriel, vous avez bien un conseil? Évidemment, oui. Notre recommandation est une barre coudée à 135 degrés, parce que vous allez avoir la partie horizontale qui va aider au transfert et aussi servir d'appui, et vous avez la partie oblique qui, elle, va aider à se relever. Et en plus de cette barre, ce que nous recommandons, c'est d'installer une barre rabattable de l'autre côté de la cuvette. Cette barre est un excellent produit, essentiel pour les personnes qui peuvent se lever et qui ont besoin d'appui. Et en plus, elle va apporter de la sécurité une fois qu'on est assis sur la cuvette. En revanche, quand la barre est rabattue contre le mur, elle ne va pas faire obstacle au transfert d'une personne qui serait en fauteuil roulant. Donc je pense que c'est réellement un manque dans la réglementation de ne pas avoir intégré cette barre rabattable et il faudrait qu'elle soit systématiquement prescrite. Oui, une autre chose aussi qui est très importante, c'est le contraste visuel, dans le sens où les teintes des barres doivent être contrastées par rapport au mur, afin que les personnes malvoyantes puissent les repérer. Donc, si vous avez un mur sombre, il faudra des barres de couleur claire. Est-ce qu'il y a d'autres obligations pour les WC PMR? Alors là, je vous en ai détaillé déjà 3, mais il y en a en effet une 4e et une dernière obligation, qui est d'installer un lave-mains dont le haut sera à maximum 85 cm du sol. Et la commande ou la cellule de la robinetterie doit être à au moins 40 cm de tout angle rentrant ou autre obstacle afin de faciliter son atteinte. Puisque nous en sommes au niveau du lavage des mains, nous pouvons peut-être continuer avec l'espace lavabo? Oui, donc, alors, un lavabo accessible doit comporter un vide en dessous de 30 cm de profondeur, 60 de large et 70 de haut. Alors, ce sont des dimensions minimales, hein, évidemment, si vous voulez prévoir plus grand, vous pouvez. L'objectif, c'est qu'une personne en fauteuil ait assez d'espace en dessous du lavabo pour passer ses jambes, ses pieds, ses genoux. Et ce que nous conseillons, c'est d'ailleurs un lavabo avec des poignées intégrées, ce qui sera beaucoup plus ergonomique. Ensuite, concernant la robinetterie, il est indiqué que sa préhension, donc sa prise en main, doit être facilitée. Donc nous, ce que nous recommandons, c'est un robinet automatique, électronique, qui, en plus d'être ce qu'il y a de mieux en matière d'hygiène, il ne va nécessiter
aucune force puisqu'il fonctionne sans contact mais par détection. Et pour finir sur les lavabos, il y a tous les accessoires, donc les distributeurs de savon, les sèche-mains ou encore les patères, qui doivent être accessibles, que vous soyez assis comme debout. Et donc, ils doivent être situés entre 90 cm et 1,30 m du sol. Simple et efficace. WC, lavabo, qu'en est-il des douches ? Alors, quels sont les éléments pour une douche accessible ? Tout d'abord, un siège de douche, je dirais de préférence rabattable, afin de pouvoir le relever, voire même un siège amovible, pour le retirer complètement, pour les personnes qui n'en auraient pas l'utilité, comme dans un hôtel par exemple. Ensuite, il vous faut une barre d'appui. Alors nous, ce que nous conseillons, c'est une barre en T qui va avoir une triple utilité. Elle va servir d'appui pour sa partie horizontale et la partie verticale va aider au relèvement, mais va aussi servir de coulis-douche pour la pomme de douche. Donc il faut un siège, une barre, un siphon de sol, une douche sans ressaut de plus de 2 cm et ici aussi, les accessoires doivent être accessibles en position assise. Ensuite, concernant la robinetterie, au niveau ergonomique, ce que nous recommandons, c'est un mitigeur thermostatique avec une seule commande, que ce soit pour l'ouverture-fermeture ou la température. Et voilà tout. Donc, vous voyez que la mise en œuvre est finalement assez simple et suffisante pour l'accessibilité des ERP. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est de connaître et d'appliquer ces codes d'installation, mais il est important de comprendre à quoi elles servent, quel est leur objectif afin de réaliser des installations de manière intelligente. Cela paraît évident. Et cela nous donne également déjà un aperçu, un éclairage sur ces obligations. Cela nous donne une meilleure compréhension de la réglementation. La logique, c'est en fait de se mettre à la place d'une personne à mobilité réduite. Oui, mais sans oublier que ces personnes ne sont pas forcément toutes des personnes en fauteuil roulant sans possibilité de se lever. Elles n'ont donc pas toutes les mêmes besoins. Et chez Delaby, nous suivons de près les évolutions réglementaires pour nous assurer que nos produits non seulement respectent les normes, mais les dépassent en offrant des solutions adaptées à tous les besoins. Je vous remercie pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant d'accueillir en visio Pedro Mariano et Kevin Marivin de HB Développement. HB Développement, qui, pour précision, est une association loi 1901 spécialement créée pour promouvoir, développer et délivrer des marques destinées aux professionnels du bâtiment et qui est également gestionnaire des marques Handibat et Silverbat. Messieurs, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à toutes et tous autour de cet écran. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. En début d'année, nous avons beaucoup entendu parler de MaPrimeAdapt. Pourriez-vous nous en donner un aperçu général, nous expliquer son objectif ? L'objectif est d'accompagner les personnes dans leur projet d'adaptation de logement, tant en termes financiers qu'en termes d'accompagnement, et tout ça porté par un plan de communication intense. C'est une aide dédiée aux plus de 60 ans sans perte d'autonomie, propriétaires, occupants ou locataires du bail privé, sous conditions de ressources. Si je comprends bien MaPrimeAdapt, elle ne concerne que les logements des particuliers. Qu'en est-il des ERP ? Oui, effectivement, logement pour les particuliers, MaPrimeAdapt. Pour la partie ERP, c'est un autre dispositif qui a émergé depuis quelques semaines maintenant, qui s'appelle le Fonds territorial d'accessibilité, dont va vous parler plus précisément mon collègue Kevin. Kevin, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Donc, comme l'a évoqué Pedro, en effet, il y a une aide qui permet de mettre aux normes les établissements recevant du public. Il faut tout d'abord évoquer la loi du 11 février 2005 qui exigeait que les établissements recevant du public, que la France se devait d'être accessible au 1er janvier 2015. Voyant les choses évoluer, pas forcément de manière positive, suite à la conférence nationale du handicap d'avril 2023, le président de la République, afin d'améliorer l'accessibilité en France, a décidé de lancer une nouvelle aide, le Fonds territorial d'accessibilité, permettant aux établissements recevant du public
de 5e catégorie principalement et des villes accueillant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de se mettre aux normes. C'est une aide d'une enveloppe de 300 millions d'euros, quel que soit l'aménagement de l'établissement recevant du public. Avec l'arrivée de ces aides, est-ce que vous avez noté une augmentation des installations PMR, une bousculade pour se mettre aux normes? Alors, il faut savoir que quand la loi est arrivée en 2005, jusqu'en 2015, on avait à peu près que 10-15% des établissements recevant du public totalement accessibles en France. Et plus de 80% des personnes en situation de handicap rencontraient des difficultés pour accéder au restaurant, au commerce et toutes les problématiques aussi qui menaient jusqu'à ces établissements-là. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été mis en place, on est plutôt sur 300 000 établissements recevant du public accessible, dont 350 000 en plus se sont rendus accessibles entre 2005 et 2015. Donc, ce qui fait qu'on est sur des données évolutives plutôt positives. On a encore quand même aujourd'hui 700 000 établissements recevant du public qui sont encore dans ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmé. Et par contre, pas loin d'1 million d'établissements recevant du public n'ont strictement rien engagé aujourd'hui. 1 million, waouh, ça c'est impressionnant. De ce fait, vous qui êtes très connecté au terrain, observez-vous des changements dans les installations? Selon vous, les sanitaires PMR d'hier doivent-ils être identiques aux sanitaires PMR de demain? Alors, il y a pas mal d'évolutions positives déjà dans la façon d'installer les équipements, d'où l'importance de sensibiliser, de former et de labelliser les entreprises dans le domaine de l'accessibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi aux fabricants de pouvoir évoluer au niveau des produits, de les rendre un petit peu plus esthétiques, d'éviter des éléments qui soient un petit peu trop orientés hôpital ou établissement hospitalier, en alliant la formation, la sensibilisation, en alliant les produits qui sont à la fois confortables, esthétiques, on va pouvoir justement permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des lieux de manière autonome et en toute sécurité. Et je pense que ce sont les deux mots phares que l'on pourrait regrouper et résumer au niveau de l'accessibilité. Merci beaucoup, messieurs, pour votre témoignage. Merci à vous, Céline. Merci, Céline, et puis merci à toutes et tous. À bientôt. Élodie, en tant qu'experte en accessibilité, que pensez-vous de l'analyse de M. Mariano et Marie-Vin? Je rejoins l'analyse de Pedro et de Kevin. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier, à remercier HB Développement. Nous sommes contents de collaborer avec eux car ils informent et forment les professionnels du monde du bâti. Et dans les lieux publics, les installations doivent être faites par des professionnels. C'est d'ailleurs pour ça que chez Delaby, nous respectons vraiment cette filière professionnelle et ne vendons que par le biais de distributeurs en sanitaire et pas du tout en GSB. Pas du tout en grande surface de bricolage. En parlant de GSB, est-ce que les produits destinés au logement des particuliers sont les mêmes que ceux destinés aux lieux publics? Alors j'ai envie de répondre oui, mais non. Les produits vont avoir la même fonctionnalité de départ. Un robinet va distribuer de l'eau, une barre va servir au transfert, et ainsi de suite. Maintenant, chez vous, vous allez adapter le choix de vos produits en fonction de votre problématique personnelle. Vous allez faire une installation sur mesure. Et chez vous, logiquement, vous prenez soin des produits. Dans les lieux publics, les utilisateurs sont un peu moins soigneux puisque ce n'est pas chez eux, ça les importe beaucoup moins. Et donc, les produits doivent être anti-vandalisme et robustes car ils sont beaucoup plus malmenés. Et il y a aussi le fait que ces produits vont être beaucoup plus utilisés. Il y a normalement plus de passages dans les sanitaires publics que dans vos propres sanitaires. Oui, normalement c'est le cas. Je vous le souhaite. D'ailleurs, dans les lieux publics,
vous ne pouvez pas réaliser d'installation personnalisée selon les besoins de chaque utilisateur. Exactement, car on peut connaître l'utilisateur à l'avance, on ne peut pas connaître son poids, sa taille ou même son handicap. Donc dans les lieux publics, il faut d'abord respecter la réglementation, mais il faut aussi de l'universel. Donc les produits doivent être choisis, prescrits par des professionnels, vendus par des professionnels, installés par des professionnels. Et il faut donc des produits professionnels. Vous avez tout compris. Et les barres de maintien, les sièges de douche, les cuvettes, les robinetteries de l'habit ont été développés pour les ERP, mais peuvent tout à fait être installés chez le particulier. À l'inverse, les produits que vous trouvez en GSB, qui ont été développés pour les particuliers ne doivent pas être installés dans les établissements recevant du public. Tout l'enjeu va être de développer des produits qui répondent aux normes de sécurité et d'hygiène, qui sont d'autant plus strictes dans les lieux publics. Mais l'enjeu est aussi de développer des produits adaptés à l'ensemble des utilisateurs. Qu'entendez-vous par l'ensemble des utilisateurs? On parle bien d'espace PMR. Oui, mais en fait, il ne s'agit plus aujourd'hui de créer des produits uniquement fonctionnels et robustes. Enfin, il faut qu'ils le soient, bien évidemment. Mais une des tendances majeures que nous observons actuellement, c'est la conception universelle, le design pour tous. Et ce concept, il vise à créer des environnements, des produits et même des services utilisables par toutes les personnes, et ça, peu importe leur âge, leur sexe ou même leur capacité. Donc, il ne s'agit plus seulement de respecter des normes d'accessibilité, mais ça va être de concevoir des espaces véritablement inclusifs et esthétiques pour tous les utilisateurs, qu'ils soient des personnes à mobilité réduite ou pas. Donc, ce n'est plus l'intégration des PMR, mais l'inclusion qu'il faut prôner et mettre en place. Vous parlez de tendance de design pour tous, mais est-ce que vous n'avez pas peur que cela soit juste une mode qui risque donc de disparaître dans quelque temps? Alors, je n'assimilerai pas le design pour tous à une mode, mais plutôt à un art de vivre et de penser. Nous partageons tous les mêmes espaces et les mêmes produits. Par exemple, dans un restaurant, bien souvent, il n'y a qu'un seul toilette, ou un pour homme, un pour femme, mais tous deux adaptés pour les PMR. Alors, pourquoi créer des ambiances stigmatisantes pour les PMR dans des lieux partagés par tous? Et surtout, pourquoi les produits PMR devraient-ils être laids? L'accès aux sanitaires doit convenir à tout le monde de manière égale et digne. Je vous donne un exemple de mon expérience personnelle, je vous raconte ma vie. Bien souvent, quand je pars en déplacement professionnel, à l'hôtel, je prends une chambre PMR. Quand elle est disponible, évidemment. Ça me permet de faire ma petite étude de marché. Et sincèrement, avant, ça ne me faisait vraiment pas plaisir parce que j'avais l'impression de me retrouver à l'hôpital, dans un univers médical, pas très accueillant, comme l'a souligné Kevin d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans les hôtels où l'effort a été fait, je remarque même plus qu'il s'agit d'une chambre PMR. Donc, le but avec le design pour tous, c'est donc d'apporter du confort, du bien-être, d'effacer l'aspect stigmatisant, comme je le disais, mais même médicaliser des installations PMR. Mais concrètement, comment vous le traduisez dans le développement de vos produits? Alors, je peux vous donner un exemple très précis et très concret chez Delaby. C'est notre gamme de barres de maintien et sièges de douche Beeline. Par exemple, quand vous voyez cette photo de chambre d'hôtel, vous ne vous dites pas « tiens, c'est la chambre PMR ». Non, vous allez vous dire « tiens, un siège, pourquoi pas, ça a l'air confortable ». Et en plus, comme il est rabattable, vous pouvez aussi le relever si vous ne voulez pas l'utiliser. Donc, pour le développement de cette gamme Beeline, nous avons collaboré avec un designer et la première ligne du cahier des charges était clairement que les produits devaient s'inscrire dans cette philosophie du design pour tous. Nous avons donc créé des produits à la fois discrets et esthétiques, car nous sommes dans cet esprit d'espace partagé par différents types d'utilisateurs. Pardonnez ma question, mais comment peut-on combiner barres PMR et esthétisme ? Je comprends la question. Les barres Beeline, elles ont des formes épurées, fuyantes, avec un faible encombrement, afin qu'elles puissent se faire vraiment oublier et s'intégrer dans tous les types d'environnements. Elles existent d'ailleurs en 3 finitions,
blanc ou noir mat, ou même anthracite métallisé. Et donc, elles s'adaptent à tous les styles et en deviennent même de réels éléments de décoration. Mais est-ce qu'à force de chercher du design à tout prix, on ne finit pas par oublier la fonction première du produit? Est-ce que l'esthétisme ne prend pas le dessus sur le fonctionnel? Alors oui, c'est le risque en effet. Et j'ai, pour exemple, déjà vu des barres carrées, que je trouvais très jolies par ailleurs. Mais en revanche, elles n'étaient pas du tout ergonomiques. Vous pensez bien qu'une barre avec des angles droits ne va pas permettre une bonne préhension, une bonne prise en main. C'est pour cela qu'en plus de collaborer avec un designer, nous sommes allés à la rencontre d'ergothérapeutes qui nous ont accompagnés pendant le développement de notre gamme Beeline. Donc la forme de nos barres est étudiée, pensée pour être à la fois esthétique et ergonomique. Vous voyez par exemple, le diamètre de nos barres est un diamètre parfait, il n'est ni trop important ni trop petit, parce que si c'était le cas, la personne aurait du mal à resserrer sa main sur la barre et cela risquerait de solliciter plus de muscles dans le bras et dans l'épaule, et donc ça en deviendrait presque contre-productif. Et en plus de ce diamètre, nous avons aussi ajouté un plat sur l'avant de la barre qui permet un bon positionnement du pouce et améliore, encore une fois, l'appréhension. Et en fait, ça va aussi empêcher que la main ne tourne autour de la barre au risque de créer des déséquilibres. Donc nous restons des professionnels, des experts de l'accessibilité. Donc du design, oui, mais pas au détriment de la sécurité et de l'ergonomie. Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais qui dit design dit luxe, donc gros budget. Non, pas plus que ça. J'ai d'ailleurs en tête un exemple récent de tout un parc HLM dans le nord de la France qui représente tout de même 700 logements et qui a été réhabilité avec des produits de l'habit et notamment des barres et sièges Beeline. Et il est d'ailleurs assez ridicule de se baser sur un argument de prix pour ce type de produit, même si le prix reste toujours important. Mais vous êtes un architecte. Vous allez réaliser une super installation, un très beau sol, une décoration magnifique, un joli revêtement mural. Bref, une installation hyper design. Et arrivé à la fin, vous vous dites « je n'ai plus de budget, je vais installer une barre et un siège de douche bas de gamme ». Sans compter que vous allez certainement devoir les remplacer dans pas longtemps du fait de leur faible qualité. Et ces éléments vont gâcher tous les efforts esthétiques que vous avez fournis avant. Tout le budget mis dans ces efforts sera donc aussi gâché. Alors que sur le budget total de tout un bâtiment, quel est le pourcentage que représentent les barres de maintien et sièges de douche? Une proportion infime, très faible. Et doit-on parler de budget quand il s'agit d'apporter du confort et de la dignité à tous? Tout le monde a le droit au design. Donc cette approche de design pour tous, elle est non seulement bénéfique pour les utilisateurs, mais elle va valoriser également les lieux publics en les rendant plus accessibles et aussi plus attrayants pour tous. Merci beaucoup pour ces précisions. Voyons justement avec Romain Viot, architecte et gérant du cabinet Architecte, quelle importance le design a dans le développement de projets. Bonjour Monsieur Viot, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, votre cabinet est spécialisé dans les équipements publics dédiés à la culture, le sport, l'enfance, la santé, mais également les bâtiments tertiaires et commerciaux. Quelle est votre vision des PMR dans ces lieux publics ? Oui, effectivement, comme vous le disiez, nous réalisons des équipements dédiés au public. Et pour imaginer ces lieux, nous nous mettons dans la peau de ce public. Alors que ce soit par exemple le spectateur qui vient au théâtre et du haut de son balcon attend avec impatience la levée du rideau, que ce soit le nageur en dos crawlé qui voit défiler le plafond de la piscine, ou alors le tout jeune enfant qui arrive dans son école maternelle pour la première fois et qui découvre sa classe. On se met donc dans la peau du public. Et ça, c'est un vrai jeu de rôle que font les architectes. En cela, c'est passionnant. On se met aussi dans la peau du public avec certaines cécités, celui qui voit mal, celui qui entend mal, celui qui marche mal. Tout ça pour dire que on a tous des problèmes d'accessibilité et on se projette, nous, en tant qu'architectes, dans toutes les personnes qui peuvent investir les lieux. Ça concerne chacun de nous.
Et c'est comme ça qu'on imagine nos projets. Alors, puisque que cela concerne chacun de nous, quel design serait approprié à chacun de nous? Le design pour chacun de nous, c'est un vrai sujet. Ce serait un peu comme imaginer un vêtement qui aille à chacun de nous, mais en architecture, c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas imaginer un espace qui soit propre à chacun parce que ce serait très stigmatisant. Moi, je suis plutôt favorable à l'idée d'un design pour tous, un design pour l'ensemble de nous tous. Alors ça, c'est une vraie question aussi. Comment concevoir un lieu unique qui soit adapté à tous? Si je fais un parallèle avec le vêtement, par exemple, c'est imaginer un habit qui puisse aller à la fois à l'acteur Jamel Debbouze qui mesure 1,65 m et au basketteur Victor Wembanyama qui mesure 2,24 m. C'est une vraie difficulté de construire un bâtiment qui aille à tous. Oui, l'image est en effet bien parlante. Si je comprends bien, vous êtes vous aussi un adepte du design pour tous. D'où vient cette idée? La réflexion du design pour tous n'est pas nouvelle. On l'applique effectivement sur tous nos projets, mais notamment dans les projets de la santé, parce qu'on a travaillé notamment sur un bâtiment de soins médicaux et réadaptation, où on a porté une réflexion sur la fatigabilité des patients et la recherche d'autonomie. On a travaillé aussi sur un projet lié aux enfants atteints de maladies psychiques et on s'est posé la question de l'architecture qui pourrait participer au bien-être de ces enfants atteints de maladies psychiques. Encore un autre sujet sur l'accessibilité universelle qui va au-delà de la réglementation parce que nous avons réhabilité une piscine pour les Jeux Olympiques de 2024, la piscine Georges Valeret. Nous en étions le référent accessibilité universelle. Donc c'est un vrai sujet qui s'applique sur l'ensemble de nos projets publics. Pouvez-vous nous dire comment cela se traduit dans vos réalisations? Dans nos réalisations, on imagine une architecture qui soit humaine, qui réponde à chacun des handicaps, à chacune des déficiences. Si on prend l'exemple de la déficience motrice, on imagine une architecture qui soit fluide, qui soit continue comme une rivière qui coulerait sans obstacle. Par rapport à la déficience visuelle, on imagine une architecture tactile, palpable, où l'usager pourrait être guidé par les éléments d'architecture qu'il toucherait. Par rapport à la déficience auditive, on imagine une architecture sonore avec des ambiances soit brillantes, soit feutrées, et c'est en cela qu'on guiderait d'un point de vue acoustique l'usager dans ces espaces-là. Et puis la dernière catégorie des déficiences, la déficience psychique, on travaille sur des architectures qui sont raisonnées, avec des espaces qui sont à échelle humaine, ni trop grands ni trop petits, avec des lumières naturelles mais pas violentes qui sont filtrées, et avec des couleurs joyeuses qui ne sont pas vives, qui n'ont pas non plus agressé cet usager atteint de maladies psychiques. Vous avez évoqué un peu plus tôt la stigmatisation. Comment vous y prenez-vous pour ne pas justement stigmatiser les PMR? De même qu'il faut qu'on change notre regard sur les personnes handicapées, je pense qu'il faut changer notre regard sur les accessoires dédiés aux handicapés. Il faut en cela détourner l'usage, ennoblir l'accessoire et l'intégrer à l'architecture. Je vais faire un parallèle avec ce qu'on nous demande souvent dans les écoles, à savoir des barrières Vigipirate. Ce sont des barrières qui évitent les attentats des voitures béliers. Et dans ce cas, nous, on ne pose pas de barrières qui sont anxiogènes. On va plutôt imaginer un mobilier urbain à base de bancs en béton, par exemple, qui viennent apporter une certaine qualité d'usage, mais qui ont ce rôle premier de barrière Vigipirate. Donc à cette image, on pourrait imaginer aussi pour les accessoires PMR, détourner la barre d'appui qui est posée généralement latéralement à la cuvette. Cette barre d'appui pourrait par exemple être conçue comme une barre de danse toute longueur de sanitaire
où on y pose des serviettes avec une texture particulière, un matériau particulier qui change de la vision qu'on en a habituellement, de la barre d'appui technique latérale à la cuvette. On va au-delà de la réglementation et on l'intègre à l'architecture. Ça me paraît clair. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour ces réponses. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Élodie, si on se résume, il reste encore beaucoup à faire. Alors oui, en effet, la loi handicap de 2005 va bientôt fêter ses 20 ans, comme l'a dit Kevin, et il est donc grand temps de réagir. Donc, pour ça, il faut suivre la réglementation, installer des produits développés pour les ERP, pour les lieux publics, et ne pas créer d'environnement stigmatisant, mais penser design pour tous. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Vous avez été très actifs sur le chat et nous vous en remercions. Comme nous l'avons mentionné en début de ce webinaire, nos équipes en coulisses ont sélectionné les questions les plus récurrentes auxquelles nous allons maintenant vous apporter une réponse. Si votre question n'a pas été sélectionnée pour être traitée en live ou si nous n'avons pas pu vous répondre via le chat, pas de panique, nous reprendrons contact avec vous pour vous répondre individuellement. Alors, on a une première question. Élodie, la douche n'est-elle pas censée être sans ressaut? Alors, j'ai souvent cette question. Je pense qu'il y a confusion dans les différentes réglementations. En fait, l'obligation de douche zéro ressaut ne concerne que les maisons individuelles et les bâtiments d'habitation collectifs. Pour les ERP, il peut y avoir un ressaut de maximum 2 cm. Donc, moi, ce que je recommande, c'est quand même le sans ressaut pour les ERP, parce que déjà, c'est plus ergonomique. Et aussi, c'est pas mal parce que le fameux cercle de 1,50 m de diamètre, l'espace de manœuvre, peut venir manger sur l'espace douche, l'espace ressaut, s'il n'y a pas de ressaut. Et donc, vous allez gagner de l'espace dans la pièce. Donc, pour ça, c'est plutôt pas mal. Après, il faut aussi s'attendre à ce que cette obligation de douche sans ressaut finisse par arriver aussi dans les ERP. Mais pour répondre clairement à la question, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans les ERP, vous avez le droit à un maximum de 2 cm. Merci pour votre réponse. Alors, voici une deuxième question. N'est-il pas obligatoire d'installer une cuvette rallongée dans les toilettes des ERP? C'est une bonne question aussi, et la réponse est « ça dépend ». En fait, dans le dernier arrêté, celui de 2017, la cuvette rallongée n'est plus obligatoire. Mais cet arrêté ne concerne que les permis de construire qui ont été déposés après le 1er juillet 2017. Donc, pour toutes les autres installations, la cuvette rallongée est obligatoire. Mais encore une fois, moi, ce que je recommande, c'est tout de même une cuvette rallongée, parce que l'espace à l'arrière de la cuvette rallongée correspond à peu près à l'encombrement des roues d'un fauteuil roulant. Donc, la personne va pouvoir venir se positionner sur le côté de la cuvette et faire son transfert beaucoup plus facilement, lors d'un transfert latéral. Après, si c'est une cuvette rallongée, il faut aussi intégrer un dosseret à l'arrière de la cuvette afin d'éviter de laisser un trop grand espace entre votre postérieur et le mur, au risque de basculer en arrière. On va peut-être finir avec une troisième question. Allons-y. Est-ce que les produits doivent respecter une norme, avoir une certification? Donc, il existe la loi handicap pour tout ce qui est hauteur de pose, comme nous l'avons vu en début de webinaire, mais il n'y a pas de norme à proprement parler pour tout ce qui est produit. Maintenant, les barres et les sièges de douche sont des dispositifs médicaux, donc ils doivent être marqués CE et respecter une norme d'essai spécifique. Et ça va garantir une solidité, une robustesse, et va aussi permettre de répondre à la fameuse inconnue dans les lieux publics qui est le poids de l'utilisateur. Donc le marquage CE va vraiment être un gage de qualité pour les ERP.
D'ailleurs, chez Delaby, toutes nos barres, que ce soit les barres Beeline ou nos barres inox ou nylon, et aussi tous nos sièges de douche d'ailleurs, ont ce qu'on appelle le pack sécurité qui va englober le fameux marquage CE et aussi la garantie de 30 ans et des tests à plus de 200 kg. Merci beaucoup Élodie pour toutes ces explications. Merci à tous les participants de nous avoir écoutés, à nos intervenants et merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.